Bienvenue à toutes et à tous, c'est Pierre pour un épisode spécial de Wrestlers Radio, une interview avec deux des meilleurs catcheurs français actuels, pour m'accompagner trois fiers larrons qui vont poser avec moi les questions à nos deux Frenchies. Alors le premier, c'est celui qui est un grand fan du film Le Boulet, c'est Gus. Pourquoi le boulet? Je sais pas, ça m'est venu en pensant à toi. Ah, tu m'aurais dit la chèvre, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez poissard, tu vois, j'aurais compris. Le second est quant à lui un grand fan de la liste de Schindler, c'est Seb. Je n'approuve pas ce message, mais je suis bien là, donc bonsoir à tous. T'aimes pas les films en noir et blanc? Non, parce que je sais ce que ça représente pour toi quand tu me dis ça, donc c'est pour ça que je n'approuve pas. Et enfin, le dernier est un grand fan de 3-0, c'est Brusty. Oui, salut, oui. Effectivement, pas mal la référence, oui. Donc il me reste plus qu'à accueillir ceux qui sont nos invités du soir. Ils ont conservé leur titre à la VXV ce week-end. C'est The French Flavor, c'est Lucas Dillo et Peter Fischer. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous, bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, un très, peu très bien. Hein. Ouais, un peu fatigué pour ma part, quoi, mais sinon ça va. Non, Ouais. très bien, un peu de... Ouais, on vient de rentrer aujourd'hui, donc c'est pour ça on est rentré. Ah, quand même. Allez, le voyage est parce long. que hier soir Ouais. à Hambourg, oui. Ouais, effectivement. C'est ça, on est rentré. On a tapé nos 7 heures de route, hein, on est rentré. J'ai connu ça il y a 2 semaines. Les 7 heures de route après, ouais, c'est... Mais bon. Ouais, mais au donc, milieu, t'as pas lutté pendant une douzaine de minutes. C'est vrai. Oui, Il y a 2 semaines, on était à Westcatch et à l'APC aussi. Ouais. Non, donc mais le Pierre y double, était, ouais. Moi j'étais à Westcatch. Ah bah d'accord. Bah. Oui, je me souviens. Oui. Ouais, Avec moi, Tristan. Donc voilà, on va commencer avec quelques questions pour un peu mieux vous connaître entre guillemets, enfin en plus ceux qui nous écoutent. Donc déjà, on va aller dans l'ordre plutôt Peter, Lucas, je sais pas, on va un peu échanger comme ça. Mais la première question, c'est tout simplement comment avez-vous découvert le catch? Est-ce que c'est par souvenir d'enfance ou voilà, et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Donc peut-être Peter d'abord. Ouais, moi c'était sûrement dans l'enfance. Enfin, j'avais quand même déjà 15 ans, donc j'étais encore un petit gosse, quoi. Mais c'est vrai que non, moi j'y suis venu vraiment sur le tard. Comment ça s'est déclenché, je sais pas. J'étais très sportif déjà à l'époque, etc. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas moi. Et puis c'est parti comme ça sur la lutte d'abord, puis l'haltérophilie avant de venir ici, de m'installer dans le Nord parce que je suis alsacien à la base. Et voilà. C'est plaisir ça. Mais effectivement, oui. Et puis je suis venu m'installer dans le Nord pour apprendre le catch du coup. Donc voilà. Mais c'est pas du tout lié à l'enfance en fait, parce que je m'y suis mis à l'adolescence. J'ai fréquenté du coup Colby pendant quelques cours de sport au lycée. Donc voilà. Et puis après j'en suis venu au catch. Et toi Lucas? Moi, par contre, ça remonte à l'enfance. Ouais. Je pense le premier gala que j'ai regardé, je devais avoir 5 ans à l'époque, ça devait être 5 ans et demi, 6 ans peut-être, c'était sur Canal, ça devait être Survivor Series 92, un truc comme ça. Un des premiers matchs que j'ai vu, ça doit être Nails et Big Boss Man. C'est peut-être pas une référence, mais quand t'es petit, ça te marque. Et ouais, du coup, bah, j'ai toujours continué à regarder. Je regardais tous les semaines sur Canal+, etc. Mais tu vois, quand tu regardes comme un petit, tu te dis pas forcément je vais faire ça plus tard. Enfin, tu te le dis, mais comme un enfant, quoi. Comme tous les enfants qui, quand ils sont petits, sont policiers, pompiers ou je sais pas quoi, tu vois. Et j'ai continué, et puis il est arrivé un moment où je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas essayer, quoi. Et du coup, bah ça s'est fait assez naturellement. Pareil, j'ai dû déménager pour venir m'installer dans le Nord et commencer à m'entraîner, quoi. Il est lorrain à la base du coup. C'est ça. Globalement, oui, c'est l'Est qui envahit le Nord. Voilà. Qui Ça embellit rappelle le Nord, on quelque peut chose. Ça dire. rappelle quelque chose, tout ça. On continue avec Seb qui va se prendre encore des remarques sur les Allemands. Sinon, comme vous êtes deux catcheurs de pointe en France, vous êtes passé par, du coup, vous avez vu beaucoup de fédérations françaises, bon, surtout bien sûr les CWA, justement, bon, peut-être plus déjà par lesquelles vous êtes passé et éventuellement celles que vous préférez. Peut-être Lucas cette fois-ci en premier, ouais. Ouais, j'allais dire, on va peut-être parler que de celles qu'on préfère entre guillemets, quoi, parce que je suis pas sûr que ça vaille le coup de parler des autres. On veut pas créer de polémique ou de faire de pub pour des gens qui n'en méritent pas. Mais ouais, non, en France, bien forcément, on est lié à la ICWA parce que c'est là qu'on a commencé tous les deux. Peter 1 an avant moi, et donc oui, forcément, la ICWA travaille très dur. Enfin, ça a toujours du bon travail, une bonne formation et tout ça. L'année dernière, ils ont proposé Revo et Adrenaline qui étaient
bon gala, je pense, les gens qui sont venus, je pense qu'ils s'en Très souviennent. très bon, oui. Et là, je pense que si je devais nommer qu'une seule promotion sur laquelle il faut garder les yeux en France, c'est Westcatch. Que Théo qui gère cette promotion fait vraiment un très bon travail, que ce soit devant ou derrière, on va dire devant ou derrière le rideau quoi. Il travaille vraiment bien, il y met du cœur. Ces gars-là sont carrés. C'est vraiment bien drivé, c'est pas genre il s'est pas improvisé promoteur, il a vraiment travaillé, il a demandé comment, il s'est renseigné à droite à gauche, il est tout le temps en demande de conseils, c'est vraiment quelqu'un qui travaille proprement et comme il faut quoi. Alors que beaucoup de monde en France s'improvise promoteur pour avoir quelques galas au final. Et Peter? Oui, pour aller dans le même sens que lui, c'est vrai que oui. Après, moi, je parlerais plutôt, ce qui me frappe toujours, on a toujours tendance à confondre fédération. Moi, je parlerais plutôt de structure du coup en France, parce que c'est vrai qu'il y a rien de fédéré quoi en fait. Donc, c'est vrai qu'on a tendance souvent à utiliser le terme fédération, mais il y a rien de fédéré du tout. On bosse pour des structures du coup, des structures qui sont indépendantes les unes des autres, qui font leur propre gala et du coup de temps en temps il y a des échanges de catcheurs, etc. Il y a des associations qui se créent, mais à la base elles sont toutes indépendantes. Après à noter aussi que justement ce qu'on a dit c'est on a bossé dans beaucoup de structures, on n'en a pas bossé, je pense, on n'a pas bossé tant que ça dans des structures en France parce que bon il y a comme a dit Lucas, il y en a qui ne méritent pas du tout qu'on les cite, ni qu'on passe du temps sur elles. Donc, je pense qu'on a bossé pour la plupart des structures majeures en France. Du coup, oui, qui méritent qu'on s'y attarde un peu parce qu'elles proposent quelque chose de bien. Dont Westcatch, du coup, Westcatch, la ICWA. Voilà. Et là, actuellement, on est en train de tourner un peu pour la PC, etc. Quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pareil, ouais, j'allais dire que l'APC aussi a souligné, ça tient c'est un groupe qui tient depuis longtemps. Je pense qu'ils ont ils ont envie que ça avance comme il faut. Ils ont une belle structure avec le studio Jenny. Ouais. Qui leur offre de belles possibilités en termes de produits filmés, etc. Après, c'est aucunement, enfin, on n'est pas en train de dire que on bosse que dans les super structures en France et que tout le reste c'est de la merde ou ceci ou cela. On a longtemps été pointé du doigt pour ce genre de choses, parce qu'il y a d'autres structures par exemple, la WS est une grande structure en France. Après, on n'y a jamais bossé, pour X raisons, quoi, mais ça reste une très grande structure en France. En général, quand on bosse pour la WS, on va dire exclusif, mais parce qu'ils proposent à leurs catcheurs assez de gala pour justement avoir cette clause d'exclusivité. Après, pour X raisons, soit on n'en veut pas de cette exclusivité, et à ce moment-là, on fait notre chemin à côté, quoi. Mais on peut pas leur reprocher du coup de demander une clause d'exclusivité parce qu'ils proposent justement à leurs catcheurs à ces deux galas. Ouais. Voilà. Sinon, récemment, on était également à la FRPW, donc dans le sud. Vermont-Coin, ouais, à Talence, c'est ça. Ouais. Oui, c'était à Talence, oui, voilà, c'était à Talence. Du coup, et on va voir ce que ça donne du coup pour 2015 pour cette structure du coup. Passer alors à la question suivante. C'est une question qui n'est pas forcément évidente à répondre au tac au tac, mais qu'on pose à tout le monde. Est-ce que pouvez-vous nous donner vos meilleurs souvenirs et vos pires souvenirs dans le ring? Tu commences. Alors, le meilleur souvenir, je pense que le meilleur souvenir, c'est dur à dire en fait. Parce que c'est pour ça que je voulais que tu commences comme ça tu peux réfléchir. Parce qu'au final, tu vois, c'est dur à hiérarchiser en fait, parce que je pense que en plus les souvenirs s'estompent un petit peu, mais forcément, j'imagine que la première fois où on est monté sur le ring, ça reste un bon souvenir, même si le souvenir est devenu un peu vague depuis le temps. Mais c'est forcément quelque chose d'assez marquant. Je pense là, on va dire sur les récentes années, on va dire en France, peut-être le moment où Chris Hero arrive à Revo. Du coup, je faisais ma promo, etc. Je tourne le dos à l'entrée. Enfin, là, du coup, non, je fais face à l'entrée parce qu'il rentre par le public. Sa musique commence et le public commence à vraiment bien réagir. Et c'est quand même une bonne sensation de sentir, surtout de ne pas voir ce qui se passe, en fait. Du coup, vu que je tournais le dos à tout le monde, le fait de juste simplement entendre la musique de Hero et d'entendre la réaction du public, c'était assez sympa. Ouais.
Et le pire moment. Ou en général, on parle de blessure aussi, si Ouais, ça peut peut-être être une une blessure, blessure. hein. Non, de Ça, blessures. ça va être dur parce que t'as mal tout le temps. Ouais, moi j'ai tout le temps mal. Je suis constamment en train de travailler sur les blessures. Hein. Non, ouais, des blessures. Non, c'est dur. C'est vrai, je me suis jamais vraiment blessé dans un match au point de devoir arrêter. Je pense le moins bon souvenir que j'ai d'un match, c'est peut-être la première fois où on a pris les titres par équipe de la ICWA. Ah, Et- c'est mon pire souvenir là, moi aussi. Et on sentait en fait que le match nous avait échappé. On était encore très très jeunes enfin, on est toujours assez jeunes dans le milieu, mais on était encore plus jeunes à l'époque. Et on catchait Eric Schwartz et Patrick Schulz, qui sont du coup des bons Référents. vétérans à l'ancienne, quoi. Et on a senti que le match nous échappait. Et c'était très très dur je pense qu'on n'avait pas encore le bagage pour se remettre dedans. Ouais. Et J'ai eu ma part de responsabilité là-dedans aussi, et c'est vrai qu'on va pas tout dévoiler non plus de ce qui se passe derrière, mais on n'était pas non plus mentalement, on n'était pas vraiment dedans non plus. Donc c'est ça, ouais, on était vrai un peu à côté. Et ouais, c'est vrai que je pense que c'est la seule fois de ma carrière entre guillemets où je regardais le match et je le vivais pas du tout. Je me disais, oh putain, il faut que ça termine, j'en ai marre, il faut que ça termine. Alors qu'il y a des matchs des fois où on se dit, bon, il est temps de terminer, mais parce que on les contrôle, on va dire. On se dit, allez, là, on termine. Mais là, ouais, c'était vraiment un moment où je me disais, putain, non, faut que ça s'arrête là. Et c'était assez pénible ouais, à vivre. pour enchaîner, ouais, justement, moi c'est pareil, c'est mon pire souvenir. C'est là où je me suis aussi vraiment remis en question sur le fait de vouloir persévérer et continuer dans cette voie où d'arrêter, j'étais quand même assez loin, mais je me suis quand même un peu remis en question là-dessus parce que c'est vrai que c'était, je pense pour l'instant la pire expérience de ma vie là-dedans dans le catch. C'était l'ambiance qu'il y avait tout autour, la responsabilité que j'ai eue dans ce match et le rendu quoi du coup de tout ça quoi. Donc c'est vrai que c'était un des pires moments, oui voilà. Oui. Juste parmi les meilleurs souvenirs, je pense, doivent figurer la prise de titre à la WXW. Et comment vous avez ressenti ce moment? On a vu des paillettes, non, je vais pas. J'ai Des pleuré, paillettes dans les yeux. non, c'est, Est-ce que c'est ce que tu as dit récemment au cours d'une interview, je pense. Oui, oui. ouais, avec Pierre, justement. Ouais. Que c'était Ah bah, une voilà. certaine. Oui, voilà que c'était Avant que Tristan ne certain vienne nous embêter, voilà. C'était justement du travail du coup, du travail qui était reconnu du coup, et en plus que ça soit pas par notre propre structure du coup qui nous a formés, etc. quoi. C'est encore plus gratifiant du coup, et c'est encore plus on va dire pertinent du coup. Enfin c'est le fait de faire ses marques à l'étranger, c'est toujours vécu comme une grande fierté, et pour moi c'est un cran de plus du coup, c'est quelque chose de plus à ajouter dans la carrière. Et surtout que j'ai l'impression qu'en France, les gens en général ont tendance à rabaisser ce qui se fait, à dire bon bah c'est bien, mais c'est bien pour des Français. Mais c'est toujours mieux à l'étranger. Du coup, le fait que les dirigeants de la VXV, enfin qu'on sente cette confiance qui naissait, qui continue de grandir depuis qu'on y est, ça légitime un peu le travail qu'on a pu faire, parce que malheureusement, et c'est triste à dire, c'est pour que le travail que quelqu'un fait dans ce milieu en France, et je suppose dans d'autres milieux, malheureusement, il faut que ce soit quelqu'un de loin qui vienne dire ah bah peut-être que ces personnes-là valent le coup. Et du coup, bah toutes les personnes qui pouvaient nous regarder du coin de l'œil à dire ouais bon c'est pas mal pour des Français quoi, quelques-unes de ces personnes ont fini par dire bon bah ah si ils sont pas mal en fait, parce que regarde la BXV il les fait bosser régulièrement. Là depuis le mois d'octobre on aura fait 6 dates depuis le mois d'octobre, pratiquement on y est pratiquement tous les week-ends. Et on y était aussi déjà l'année dernière du coup. C'était l'année dernière ou c'était cette année, en début d'année? C'était en début d'année, ouais. Début d'année. En début d'année, du coup, ça fait plaisir d'avoir pris ces ceintures, mais c'est Bien plus sûr, pour ce que ça représente que c'est intéressant. C'est plus ouais ce que ça représente aux yeux des gens qui est intéressant, je trouve. Voilà, donc oui, on est très fiers. Voilà, c'est pour résumer, on est très très fiers. C'est complètement normal. Et quels seraient vos dream match solo et par équipe, à tous les deux? Vas-y, commence. Un dream match solo.
Bon, contre Lucas Di Leo, quoi. Mais... Ouais, moi j'aimerais bien aussi catcher du Cadileo en fait. Ouais, bah oui, ouais. Et ça a déjà été fait 10 ou 12 fois, donc non, mais je sais pas, j'arrive pas Vous à me pouvez faire projeter. dans l'exhaustisme, hein. Vous pouvez aller loin, hein. C'est vraiment. Ouais, mais j'arrive pas à me projeter justement dans ce genre de choses. Il y a des personnes avec qui je pense, oui, j'aimerais bien bosser, voire rebosser. Je pense notamment à Tommy End. Ah Donc, oui. Ah, ça a moi, failli se faire en plus ce week-end, mais il était blessé. Ouais. voilà, mais justement, oui, pourquoi pas les French Flavor contre les Sumerians, quoi. Donc ça, oui, c'est vrai que par équipe, ça serait vraiment, je pense, super, quoi. Donc espérons que ça se fasse prochainement. Surtout que vos matchs respectifs pendant le week-end, Adrénaline Révolution face à Tommy End, c'était Oui. vraiment des gros matchs, quoi. C'est de ce que je m'en souviens, c'est vraiment les matchs qui m'avaient pas mal marqué, quoi. C'était moi justement l'un de mes meilleurs souvenirs, du coup, on va dire là-dedans, et une bonne fierté du coup pour moi-même, c'était justement le match à Révolution face à Tommy End, parce que j'avais vraiment envie de tout donner et de bien faire du coup. Donc le faire face à Tommy End, lui, voilà, c'était, sachant la référence que c'est du coup actuellement, pour moi c'était très important en fait de faire les choses correctement et comme il fallait, voilà. Donc c'est le fait d'avoir franchi le pas et d'avoir su être, on va dire, au niveau, pour moi oui, c'est un très très bon souvenir, quoi, du coup. Et pour Voilà. Lucas, Sinon, Ouais, bah en tag team, j'aurais tendance à dire aussi les Sumerians pour les mêmes raisons au final, parce que quelque part, aussi bien je pense pour Peter que pour moi, Tommy Yen, c'est un peu un de nos grands frères dans le business. Mm. Il nous a beaucoup conseillé quand on a commencé. Il a été beaucoup à l'écoute, plein de conseils, vraiment ouais, un grand frère, un grand frère quoi. Et très impliqué, ouais, très impliqué. On le sent impliqué alors il n'en a pas besoin, on va dire, il n'a pas besoin de donner autant. Et c'est vrai il a été toujours de bons conseils. Oui. ouais. Et du coup, ouais, bosser avec lui et Dante, ça aurait été vraiment sympa, surtout que leur équipe tourne très bien. Bah ouais, non, je pense que ça aurait été un vrai plaisir de bosser avec ce week-end. Mais ouais, non, effectivement, là en équipe, je sais pas si on peut dire dream match. Enfin, je sais pas si ça fait rêver les gens, mais ouais, je pense que ça serait fun à bosser les Sumerians. Et en solo, oui. Oui. Ouais, non, continue le solo, oui. en Je solo, t'as t'entends. déjà eu le top du top, hein, de toute façon. Hein. Peter Fischer. Ouais. Un champion humble et sérieux. C'est ça. J'ai compris. Je vois qu'on s'en souvient de ça. Ouais, Ah bah oui, ça c'était. Non, mais non, c'est vrai que bon, le match avec Hiro, ouais, c'est vrai que c'était top de pouvoir bosser avec, même surtout au final dans les conditions dans lesquelles j'ai eu à le faire, quoi. C'était sympa Parce pour qu'il t'a pas eu l'expérience. beaucoup de temps pour bosser avec, il me semble, parce qu'il arrive en retard. Ou c'était Ouais, vraiment... ça s'est fait comme ça. Après, ça s'est fait au feeling et c'est très bien. C'est très bien, quoi. Ouais, je vois pas vraiment de dream match. Enfin, j'ai l'impression que ça serait intéressant de bosser avec n'importe qui au final, tu vois, que ce ouais, soit. c'est dur parce que à partir du moment où t'es catcheur, enfin moi je sais pas les dream match, peut-être que j'aurais pu répondre à ça en fait quand j'étais pas encore sur les rings. Là c'est intéressant vraiment de bosser avec. C'est intéressant en fait. C'est pas tellement l'adversaire ou le partenaire du coup qui est intéressant, c'est plutôt ce qui peut en découler en fait avec n'importe qui. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a quelqu'un de bien en face avec qui ça marche bien, voilà, ce qui est intéressant, c'est le match qui peut en découler moins que on va dire celui qui est en face en fait. La bonne alchimie, quoi. Voilà, Ouais, ça. Puis voir ce qu'on peut tirer ce qu'on arrive à tirer de la personne en face. C'est toujours intéressant de voir, tu vois, quand quelqu'un à qui tu dis, bon, ça va être dur de faire un bon match, ou pas forcément toi, mais comment dire, que le public dirait, bon, bah, ça va peut-être pas être terrible, tu vois, c'est intéressant dans le sens où tu te dis, bon, bah, avec cette personne, va falloir que je sorte un bon match. Alors qu'il y a d'autres personnes avec qui tu sais que le match va sortir parce que c'est comme ça, tu vois, c'est. Quand les conditions ne sont pas réunies, c'est justement c'est un beau challenge justement, que ce soit l'adversaire, soit le public, etc. D'essayer de voir ce qu'on peut en tirer, ou alors que ça soit même nous-mêmes qui soyons pas en forme, ou même blessés ou quoi que ce soit, essayer de voir ce qu'on peut justement
par quel revers on peut inverser le cours des choses et faire en sorte que ce match puisse plaire. Est-ce que vous avez des inspirations particulières concernant votre catch? Ou est-ce que c'est plutôt un mélange? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent en inspiration directement? Ouais, Moi- le Bastion Tiger, moi, personnellement. Ouais, moi je regarde beaucoup Lucas Dileo. Moi aussi, c'est les seuls matchs que je regarde, c'est les siens, en fait. Et, Voilà. on en parle Non, plus d'ailleurs de Cadillo, j'aimerais bien le rencontrer. moi j'ai pas d'inspiration forcément. Alors il y a forcément des catcheurs où quand je vais sur YouTube, etc. Je tape plus facilement leur nom, ou je vais plus facilement les regarder. Là, je suis plutôt sur là en ce moment, comme j'ai dit, j'ai un peu décroché de tout à part du catch européen, où j'aime bien regarder les catcheurs que je risque peut-être de rencontrer dans les prochains mois ou dans les années à venir, etc. C'est-à-dire les catcheurs justement de la VXV. Il y a des catcheurs anglais, tout ça. Quand je clique souvent dessus sur Facebook, etc. quoi, pour voir un peu ce que ça donne. Donc ouais, c'est plutôt la scène européenne que je regarde en ce moment, et sinon japonaise, parce que voilà, je suis plus dans cette enfin comment dire, je suis en tant que spectateur, je suis plus en lieu de ça en ce moment, comme une personne qui serait plus en lieu de rap au lieu de rock, enfin qui aurait ses périodes, voilà. Mais il y a pas d'inspiration, enfin il y a pas de catcheur qui me saute aux yeux directement quand je veux faire un match ou quand je veux essayer quelque chose, quoi. Prochaine question. Peu de gens le savent, mais on sait que votre équipe, les French Flavor, est une équipe qui date de 2010. Donc pas mal de personnes, je sais, qui ne savaient pas cette information. Comment l'idée de reformer ce duo a-t-elle ressurgi 4 ans après? Ouais, un peu comme NTM, hein, pour l'argent. Ouais. Sauf que on n'a pas bonne gagné tant motivation. d'argent que ça, ouais. Côté argent, c'est pas encore ça pour le moment. Non, après, ouais, ça s'était arrêté un peu par la force des choses, parce qu'on bossait beaucoup à la ICWA, et il y a eu une période où la division par équipe à la ICWA tournait plus tellement, et au final, on se retrouvait plus à bosser l'un contre l'autre qu'autre chose. Voilà. Et Et puis entre temps, je suis parti aussi, donc il y a eu toute la période où j'étais plus concentré sur les États-Unis, et ça a duré 1 an et demi avant que je parte. Enfin, j'ai su 1 an et demi que j'allais partir. Ouais, 1 an en avance, je savais que j'allais partir. Du coup, j'étais plus concentré sur ça, etc. Et puis ça s'est reformé. À mon retour, on en a parlé. On s'est dit que ça serait peut-être bien d'essayer de percer en équipe en Europe. Ça serait peut-être même plus facile de percer en Europe, parce qu'au final, il n'y a pas tant d'équipes que ça. Il n'y a pas tant de mecs qui veulent justement bosser en équipe en tant que vraie équipe légitime, parce que énormément de mecs veulent être des équipes et après veulent percer en solo, quoi. Et puis et puis c'est bien aussi pour un mec comme moi, foutu un peu de partout, de pouvoir se reposer de temps en temps, quoi. voilà. Du coup, le catch en équipe, c'est cool, quoi. Et puis Lucas parle beaucoup mieux anglais que moi, donc c'est bien pour moi aussi pour l'étranger, voilà. Donc Voilà. on s'y retrouve. Comment vous faites pour compiler priver le travail et les voyages comme là vous venez de faire en Allemagne, par exemple les week-ends, vous avez fait la Bretagne aussi récemment, la Belgique aussi. Comment dire, moi j'ai encore bossé là, là actuellement je suis auto-entrepreneur, donc maintenant j'ai ma propre entreprise, on va dire, donc c'est pour l'instant je me lance, c'est un peu plus facile, du coup j'ai un peu plus de temps, mais en général je cherchais du boulot à droite à gauche, tant de que l'employeur en fait me laisse mes week-ends, c'est tout. Après vie privée, forcément il y a aussi la vie personnelle à côté. On demande aux proches de bien vouloir sacrifier quelques instants, etc. le week-end pour aller travailler. Donc voilà, c'est un travail prenant. On essaie d'enchaîner la semaine et d'enchaîner le week-end en essayant de garder quelques moments pour la vie privée. Donc c'est une histoire de gestion surtout, c'est gérer le temps et c'est tout compiler et surtout de pas perdre notre temps à faire quelque chose qui est inutile du coup. Ouais, ça fait partie du jeu au final. Et il faut trouver les personnes qui sont prêtes à l'accepter, quoi. Je pense que c'est ça le plus important. Une fois que dans notre entourage, on a trouvé les personnes qui le comprennent et l'acceptent, ça roule, quoi. Même s'il y a des fois où c'est plus difficile que d'autres, etc. Il suffit de... Mais comme dit, d'un autre côté, c'est-à-dire que quand on est disponible ou quand on n'est pas dans le travail, etc., faut aussi savoir accorder du coup de l'attention à ceux qui ont bien voulu du coup nous laisser aller travailler le week-end, etc., au lieu de faire
de faire des sorties, etc. Donc voilà, c'est un échange quoi. C'est un échange. C'est pas imposer sa vie à quelqu'un d'autre aussi quoi. Et comment ça se passe avec Trista Archer qui est pas mal à Evo aussi dans les voyages Bah justement, nous sur les trajets, c'est toujours bien de l'avoir parce que la solitude, ça nous travaille. Et quand Ouais. Tristan est là, voilà, quoi, c'est plus tendre, quoi. C'est le doudou. Non, ouais, c'est toujours cool d'être avec Tristan sur la route parce que bah on s'entend assez bien tous les trois. Non, oui, c'est vrai qu'on est aussi un peu on est de la même génération, tout ça, C'est etc. ça, ouais. On a beaucoup en commun et du coup, bah ça, enfin, il y a comme, on a toujours de quoi parler en fait. C'est déjà ça et ça fait beaucoup au final dans un voyage de 6-7 heures, le fait de bien s'entendre, d'être un peu sur la même longueur d'onde. Le temps passe beaucoup plus vite. Donc voilà, on a fait des voyages des fois qui étaient beaucoup plus longs. Alors qu'il durait bien moins longtemps, mais parce que voilà les silences ou le fait de pas être forcément sur la même ligne, etc. quoi, c'est beaucoup plus difficile du coup. Ouais. On ressent beaucoup plus de trajets au final. Ouais, c'est ça, ouais. Booster a déclaré que le meilleur match qu'il ait vu entre deux lutteurs formés à l'INFC, pardon, c'était en septembre 2013 à Rouvroy et c'était un certain Luca Di Leo contre un certain Peter Fischer. Votre point de vue sur ce match, si vous vous en souvenez? Je ne m'en souviens plus. Non, moi je confirme, c'est le meilleur match que Booster ait vu. Voilà. Non, oui, non, mais c'était un peu après ton retour, ouais. après ton rétablissement au niveau de l'épaule, c'était ça, ça a duré quand même un certain temps, mais c'est quand t'as remis les pieds dans le ring, du coup. Ouais, c'est pour ça. Bon, du coup, c'est très flatteur de la part de Booster, c'est très gentil, mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Je pense que le match en lui-même était sympa pour tout ce qu'il y avait derrière. C'était mon deuxième match depuis que je reprenais le catch, etc. Mais je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Je pense que on pourrait faire, je pense, une bonne centaine de matchs et que les 100 matchs soient différents, etc. Donc c'est ça que j'apprécie beaucoup du coup bah, quand j'ai travaillé avec Lucas. C'est toujours le fait qu'on essaie de pas refaire forcément la même chose et de toujours trouver quelque chose d'autre, etc. Donc voilà, c'est. Ce serait pas du John Cena contre Randy Orton, quoi. Si, moi, je veux bien être John Cena, écoute. Non, mais je veux dire, ça, au niveau de la similitude entre les matchs, quoi. Bah, c'est toujours bien de trouver pour notre propre intérêt, encore une fois, c'est toujours une histoire de challenge. C'est-à-dire que sans prendre trop de risques non plus et c'est pas une prise de risque physique, on va dire, c'est plus une prise de risque au niveau du challenge, au niveau de trouver les idées qui font que on peut rendre ça encore meilleur ou différent de la fois dernière en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'on pourrait se dire bon bah on va faire un truc quasi similaire, on va essayer de voir Et je trouve ça très amusant justement de construire une histoire et de la raconter, d'essayer de faire que le public rentre dedans, mais de ne la raconter qu'une seule fois, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'exclusif et d'unique en fait. C'est ça qui est amusant aussi. Mais ouais, non, moi personnellement, je pense que bon après il a pas été formé à l'INFC, donc ça compte pas par rapport à ce que disait Booster, mais le match que Peter a eu avec Tristan, je pense que c'était en Belgique. À Elouge. À Elouge, ouais. Ah oui. Là, c'était vraiment peut-être pour moi le meilleur match franco-français qu'il y a eu ces récentes années là. Merci. Et sinon, pour avoir essayé les deux, c'est-à-dire un affrontement 1 contre 1 ou en équipe, comme vous connaissez bien, vous pensez que c'est quoi le plus simple pour vous? Le plus simple, je trouve, c'est un contre l'autre quand même, quoi. Oui, parce que Parce qu'il y a que nous là, du coup. Oui, voilà, ouais. On n'est pas obligé en équipe, c'est toujours plus difficile parce que forcément, bah, on rajoute 2 personnes en plus, donc mais un contre un, forcément, on se connaît. On a déjà fait, je sais pas, je dirais une bonne douzaine de matchs ensemble. Ouais. Forcément, on a des réflexes, on a des choses les choses vont beaucoup plus vite et les idées aussi, donc voilà. Ouais, et puis on sait ce que l'autre est capable de faire, donc ça, ouais. Ça enlève déjà le doute limite en fait, c'est-à-dire que des fois c'est vrai qu'on a peur parce que on connaît pas forcément la personne qui est en face, donc on a tendance à se protéger ou alors à ne pas trop risquer certaines choses et là
forcément ça enlève quelques barrières. Vous avez déjà figuré sur des shows avec des catcheurs de renommée mondiale. Il y a par exemple David Hart Smith, Chris Hero, ou plus récemment il y avait Brian Kendrick et Paul London, même si vous n'avez pas été directement impliqué avec dans leur match. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'interagir avec certains? Est-ce que vous avez pu les rencontrer, discuter avec d'autres lutteurs aussi peut-être? Oui, forcément, oui. Forcément, les gens qu'on croise, surtout quand on bosse avec. Là, par exemple, London et Kendrick, on a moins eu l'occasion d'échanger avec. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai pas pu chercher. C'est plus Tristan, en tout cas. Ouais, voilà, parce qu'il était, il a eu de la route avec eux, etc. Non, forcément, Harry Smith, moi, je l'avais bossé en Belgique, donc, forcément, on a échangé, on avait fait la route ensemble, etc. Donc, forcément, quand tu croises t'es obligé d'interagir, ça fait partie du truc aussi. T'es dans les vestiaires et quand t'as des mecs plus expérimentés que toi, c'est normal d'aller vers eux et essayer de discuter, après, ne serait-ce que par politesse, quoi. Ouais, le plus récent c'était qui? C'était Tom Pritchard, c'était à la BXV, on a croisé Tom Pritchard. Voilà, qui nous a donné beaucoup de bons conseils, etc. Et voilà, avec qui on a eu la chance justement d'avoir un peu de temps du coup avec eux, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile dans les vestiaires, etc. quand ils sont impliqués eux aussi. On a nos propres matchs, on a nos propres choses à penser, etc. Donc c'est vrai que et puis eux, on vient souvent, tout le monde vient souvent leur demander des conseils, des avis. Donc c'est vrai que le fait qu'ils nous accordent de l'intérêt, surtout beaucoup d'attention et qu'ils s'impliquent aussi, c'est vraiment gratifiant. Oui, enfin c'est surtout ça, c'est qu'au final, qu'ils soient de renom, etc., quand ils sont dans les vestiaires, c'est simplement des collègues. Ils font la même chose que nous, ils ont les mêmes, ils pensent aux mêmes choses que nous, etc. Donc il y a pas on n'est pas là à se dire t'as vu, c'est un tel qui est là, tu vois. Au final, tu travailles avec ces gens-là, c'est normal, ça fait partie c'est des gens comme tout le monde, quoi. Après, Dr Tom, c'était différent parce que il était là, il catchait, mais il était aussi là en rôle de formateur quelque part, parce qu'il a géré la FCW, tout ça, et il a un regard sur tout, et il a beaucoup catché. Nous, ça nous intéressait encore plus parce qu'il a beaucoup catché en équipe, etc. Et donc et puis c'est quand même, il a une supervision des choses, il analyse tout super vite, super bien, quoi. C'est vraiment très intéressant. Sur le même gala, il y avait Mason Ryan, le même week-end. Bon, c'était cool. Moi, ça m'avait fait plaisir de revoir Mason Ryan. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisés, etc. Mais après, on n'échange pas plus que ça. On a parlé, machin, etc. Mais tu vas pas forcément, tu vas pas taper l'amitié ou quoi que ce soit, parce qu'au final, on est là avant tout pour travailler. Le fait qu'une personne du coup comme Tom Pritchard avec son expérience puisse nous accorder un peu de temps pour voir, justement, pour nous donner quelques conseils. Encore une fois, c'est professionnel, c'est-à-dire que on a agi sur le plan professionnel, on sait qu'on veut devenir meilleur, etc. quoi. Si cette personne-là, avec beaucoup d'expérience et beaucoup de vécu, peut nous donner quelques astuces, etc. Parfait, mais après on sait que cette personne-là est très demandée aussi à côté. Elle va distiller ses conseils aux autres, mais du coup encore une fois, on est là en tant que professionnel, donc on n'a pas beaucoup de temps non plus à accorder aussi aux autres, donc chacun est un peu dans son match, voilà. Donc il y avait un show en 2007 dans une ville alsacienne qu'on avait évoqué avec Roméo et aussi avec Colby, et il y avait Raven qui était présent. Ce dernier a aussi figuré dans un show en Allemagne où Peter, où tu as lutté. Est-ce que tu as échangé avec lui aussi? Alors c'est pas moi qui avais échangé. Là j'ai un trou, je sais plus qui c'était du coup j'étais impliqué dans un match en équipe du coup avec Tristan Archer contre Lloyd Pengel, et c'est cette personne-là du coup qui a demandé des conseils du coup sur le match qu'on devait faire du coup à Raven. Mais sinon moi je n'ai pas échangé plus que ça avec lui. Encore une fois, moi j'étais là, c'était je crois la deuxième fois que je venais à la PWS, et du coup j'étais plus dans l'optique j'étais focalisé sur le travail, on va dire, voilà. C'est en général, je suis souvent comme ça, c'est-à-dire que je suis pas le plus détendu avant les matchs, voilà. Donc je suis pas fermé, mais je vais assez vite à l'essentiel, c'est-à-dire faire
faire le match, voilà, et que ça se déroule bien. Petite question showbiz, avec d'autres catcheurs de l'ICWA, vous avez figuré dans un téléfilm nommé Une Nouvelle Vie, qui avait été diffusé sur France 3, vous y avez atterri comment? Moi c'était dans la rue, on m'a pris dans la rue, on m'a dit toi oui. Oh, ouais, pareil, on m'a croisé, on m'a dit écoute, je crois que j'ai fait pour ça. Non, Et- là sur ce coup-là, c'était justement avec la ICWA, du coup ça s'est négocié avec la ICWA, il y a eu un casting qui a été fait, puis on a été sélectionné, donc et voilà, et ça ça on le doit à Booster justement qui nous a impliqués dans cette aventure, donc voilà. Et ça Ouais, vous on donne a rien envie eu à de... faire au Ouais. final, ouais. Enfin, rien eu à faire, On a eu à passer des castings et au final voir si effectivement il y avait un rôle qui nous correspondait, donc voilà. Et ça vous a donné envie d'en refaire encore après? Ouais, bah là, on va tourner dans un film français qui s'appelle Rapide et Furieux. Euh, non, C'est avec vin essence. c'est ça, exactement. Vin et son plan, ouais. Bière son plan. Mais Et, non, après ça dépend sur quel plan. Moi, ça a été une bonne expérience, hein, ça je vais pas le cacher, ça a été une très bonne expérience. Mais c'est pas mon optique en fait. Après, financièrement, ça vaut le coup. Donc c'est sûr. voilà, si c'est pour être franc, bonne expérience. Si c'est à refaire, si c'est financier, oui, bien sûr. Je veux dire. Non, après c'est toujours intéressant, mais tu vois, c'est pas un milieu dans lequel c'est pas un milieu dans lequel tu rentres comme ça, quoi. C'est pas, Et voilà, là c'est un petit téléfilm pour France 3. Autrefois, il y avait eu Canal Plus aussi la avec qui ils série avaient bossé à la 4 ICWA, ouais. La série Catch Moi, oui. Mais encore une fois, c'est une très bonne expérience, mais voilà, moi, je suis pas passionné de ça et voilà, si j'ai voulu faire du catch, c'était pas pour aller, concrètement, si j'avais voulu faire de la comédie ou être derrière les écrans, je me serais plutôt tourné vers un métier d'heure, etc., ou de comédien, voilà, enfin. Donc, c'est à refaire, pourquoi pas, mais Ouais, moi ce serait avec plaisir, honnêtement, mais ouais, quoi. pourquoi il y a quelqu'un qui veut proposer quelque chose là? Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de tourner un film là en ce moment. Non, Ah, peut-être un total d'Iléo ou... je sais pas. on va faire, on va refaire des parodies de films d'action. Sinon, il y avait aussi Booster qui avait eu une proposition pour la web série Noob. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Mais je crois que là, c'est plus Booster et Moula qui sont plutôt concernés. Ouais, j'en ai par rapport à ça, je me souviens, du coup, on connaît, moi, personnellement, je connais sans connaître, je connais un peu les gars parce que du coup, ils ont bossé avec nous à la Japan Expo. Là-dessus, ouais, je peux pas trop parler, je sais pas plus que ça. Voilà. D'accord. Bon, pareil pour mon cas, quoi, du coup. Donc j'ai une question plus particulièrement pour mon compatriote alsacien, Peter Fischer. Donc je sais que tu as participé à la soirée Catch Me If You Can, c'était à Lille. C'est un concept Oui. apparemment assez particulier où il y avait du catch, je crois, du DJ set, plusieurs concerts, enfin un concept assez étrange. Est-ce que tu penses que c'était une bonne expérience ou un mauvais souvenir? Non, moi c'était une bonne expérience parce qu'encore une fois, je suis venu voilà, pour faire ce que j'aime. Je suis venu pour faire ce que j'aime dans un match à 4 du coup. Donc voilà, c'était un challenge, une expérience. Sur le concert en général, etc. Je suis pas fan de ce genre de musique, etc. Donc c'est pas à moi de le dire. C'est plutôt à ceux qui étaient présents dans le public ce soir-là de dire est-ce que ça leur a plu entre la musique et le catch. Enfin, moi, ça m'a semblé très bizarre. Mais après, pourquoi pas, s'il y a des personnes qui aiment ça, voilà. Si effectivement ça peut relancer quelques galas derrière ou créer quelques associations, tant que le travail est bien fait, voilà, il y a pas de problème. Alors moi j'ai une question pour plus particulière pour Lucas Di Leo. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu avais atterri à l'époque à la WWE ou alors c'est top secret? J'ai atterri en avion, en fait. Parachute, non? Ouais, non, c'était en avion parce que j'ai pas été original sur ce coup, là. Non, j'ai atterri parce que j'avais démarché à l'époque, c'était la FCW, j'avais mailé les gens qui géraient la FCW pour savoir comment se passaient les recrutements pour les étrangers, etc. à l'époque. Et on m'avait répondu en me disant de leur donner c'était 2 photos, ma taille, mon poids et une vidéo, je crois.
Et de ce fait, j'avais continué à échanger avec la personne qui gérait tout ça. Ils m'ont invité à venir faire les essais à Liverpool à l'époque. Les essais se sont avérés concluants. Du coup, bah après, ça se fait Tu avais fait les mêmes essais que Tom Laroufa. que Tom Laroufa, c'est ça. On était en même temps. Ouais. D'accord. Vous êtes signé quoi comme étant un talent WWE à partir de ce Ah bah oui, moment-là. bien sûr. Ouais. Non, là on est signé. Enfin, t'as tes essais. Après, il y a énormément de démarches à faire parce que quand tu es un étranger, il faut faire tes démarches pour ton visa. Bon, il y a déjà toute la partie drug test que tu dois faire même quand tu n'es pas étranger. Mais quand tu es étranger, t'as toute la partie visa qui prend un long moment. En général, c'est forcément validé parce que quand c'est la société pour laquelle tu vas travailler qui fait les démarches. Donc la VVE étant une entreprise cotée en bourse, etc. Les demandes elles sont prises au sérieux, quoi, leurs demandes. Du coup, quand eux font des demandes pour obtenir un visa pour un employé, ils sont quasiment sûrs à 100% de l'avoir, quoi. Et du coup, c'est beaucoup d'attente sur comment dire, sur déjà les résultats du drug test, ensuite les résultats pour ton dossier pour ton visa, mais là-dessus les officiels de la VVE t'encadrent à fond, quoi. Donc ça se fait assez, Ouais. ça prend du temps, mais ça se fait assez facilement. On va parler rapidement de ton petit passage à NXT. T'avais catché dans un match contre Ryback, un match handicap, je crois, avec Hayden English en partenaire. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire par rapport à un match qui n'est pas télévisé, surtout que s'il s'agissait de ton premier et unique combat télévisé à NXT? Bah le truc c'est qu'à l'époque je pouvais pas savoir que ça allait être l'unique. Du coup il y a pas de. Mais non, ouais, non, c'était pas une pression. Non, au contraire, c'était une bonne pression. Quoi. C'était l'envie d'y aller, quoi. C'était, en plus, ça s'est fait en dernière minute. C'est quelque chose qui s'est fait en dernière minute. C'était pas prévu. C'est encore mieux, tu vois, quand t'es là et que ils se disent bon, il faut un deuxième mec pour Ryback. À la base, ça devait être le frère de Dolph Ziggler, Briley Pierce. Mais Briley, à l'époque, il faisait aussi backstage, il faisait aussi des interviews backstage. Du coup, bah, ça pouvait pas coller forcément, quoi, parce que tu peux pas le voir 5 minutes avant, tu le vois interviewer un tel et après tu le vois sur le ring, tu vois, ça collait pas. Donc ils sont venus, ils m'ont demandé si j'avais mes affaires avec moi. Bon, forcément, quand t'es catcheur, t'as tes affaires avec toi. Et ça s'est fait comme ça, tu vois. Après, ça, y a pas de vraie pression parce que c'était un squash, tu as rien à faire au final, tu vas juste être sur le ring, suivre et c'est tout, quoi, c'est réglé, tu vois. Donc ouais, c'était fun, c'était cool à faire parce que tous les gars ils sont venus me voir en me disant bon, faut faire gaffe, Ryback, il est dangereux, etc. Bon, ce qui est possible, hein. Mais avec moi, c'est passé assez bien. Il y avait rien de douloureux, rien de dangereux. Ouais, et puis encore une fois, c'est un squash match qui a duré 4 minutes ou 5 minutes, quoi. 4 minutes, je crois. Il n'y a pas vraiment de pression, t'as juste à suivre. D'accord. Il y avait Peter qui disait tout à l'heure qu'il suivait plutôt le catch européen. Est-ce que vous suivez quand même les grosses fédés WWE, ROH, etc. Tu fais pas la peine, hein, bizarrement. Bah, des grosses Non, fédés, mais... de toute manière, il n'y a que la WWE au final. C'est la seule grosse fédé, quoi. La TNA, ça tourne, c'est... La ouais, ROH commence quand même à prendre de l'ampleur au niveau, enfin, on est grâce à Sinclair. Mais bon, ouais, ça reste quand même loin derrière, quoi. Ouais, Ça reste voilà, loin quoi. derrière. La VVE ne les voit pas dans le rétroviseur, quoi. En effet, oui. Non, je continue de suivre. Moi, je continue de suivre. Après, je suis plus du genre à lire les résultats et si quelque chose me paraît intéressant, bah, je vais aller voir, tu vois. Mais je suis pas forcément devant tous les. Bon, déjà, je me lève pas la nuit pour regarder et tous les matins, je suis pas tous les mardis matins, par exemple. Le premier truc que je fais, c'est pas me mettre gros. Mais par contre, je vais voir les résultats. Pareil pour la TNA au final. Mais moi, je continue de suivre, ouais, un peu. Je trouve ça intéressant. Ouais, moi non, moi j'accroche pas. Enfin, là, c'est vrai que j'ai pas cette curiosité justement d'aller regarder, etc. Donc là, j'ai décroché depuis un bon moment la WWE, la Ring of Honor aussi. Là, comme dit, je suis plus sur, on va dire le Japon ou même la WWE aussi, mais les anciens matchs, moi je mets YouTube en général et je tape quelque chose au hasard ou j'essaie au fil des liens voilà de regarder certaines vidéos, mais sans j'ai plus de suivi de l'état actuel des choses en fait, quoi. Et puis vu les trajets qu'on fait en général sur 7 heures 8 heures, en général j'arrive à remonter du coup
remonter les résultats grâce à Lucas justement, donc j'arrive à savoir à peu près ce qui se passe. Et pour le Japon, mais juste pour le Japon, quelle fédé tu suis en particulier Plutôt de ce que je clique en général, c'est plutôt la Noah. Sinon, c'est vrai que récemment, j'ai mis d'anciens matchs. C'était Stan Hansen contre Kobashi, et du coup après on clique sur Kobashi, etc. Et après on tombe sur d'autres opposants, etc. Et puis on clique sur les autres de temps en temps. Voilà, c'est juste un fil conducteur du coup. Et vu que maintenant, dès qu'on démarre une page internet, etc., on nous met nos préférences ou les dernières vidéos visionnées. C'est vrai que c'est facile en fait d'avoir une grosse playlist par rapport à ce qu'on avait regardé avant. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de suivi, c'est plutôt voilà si je vois que l'intitulé ou la personne, le catcheur peut être intéressant, je regarde et puis voilà, je me laisse aller en fait. J'ai une question pour Lucas. Tu avais annoncé ta retraite le 11 mars 2013 dans un communiqué. Tu avais précisé que c'était une décision mûrement réfléchie. Finalement, tu es de retour dans le ring peu de temps après. Qu'est-ce qui t'a fait rechausser tes bottes finalement? L'argent. C'est ça, l'argent et les femmes, quoi. Non. Ah oui. Non, c'était très réfléchi à l'époque. Même le fait d'être revenu, c'était réfléchi. Mais à l'époque, mon épaule était. Je me suis fait opérer en février. J'ai pu reprendre le sport en juillet. Ouais, j'ai pu reprendre le sport en juillet. Entre-temps, il s'est passé ce qui s'est passé. La partie où j'ai été blessé quand j'étais encore aux États-Unis et que je suis revenu, j'ai quand même pour à peu près la totalité des gens qui suivent un peu le catch français, enfin en tout cas ce que les gars en France font, j'ai été forcément la plus grosse des merdes sur la planète, quoi. De un, parce que alors je ne méritais pas d'aller à la VVE forcément, et de deux, parce qu'en plus non seulement je méritais pas, mais en plus j'avais demandé à partir. Bon, alors pour tout le monde, j'avais pas demandé à partir, je m'étais fait virer, etc., soi-disant, quoi. Il y a eu les pires rumeurs du monde et tout ce que tu veux, enfin des trucs à la fois marrants mais à la fois ridicules, quoi. Je me disais pourquoi je me fais chier avec ça, quoi. Je suis en train de me ruiner la santé pour des gens qui en plus viennent te cracher dessus, alors qu'au final quelque part tu le fais pour toi parce que tu aimes ça, mais sans le public ça marche pas. Donc je me disais ouais, ça sert à rien, je vais passer à autre chose plutôt que l'objectif que quasiment tout le monde veut atteindre, je l'avais atteint entre guillemets et ça m'intéressait pas. Une fois là-bas, ça me plaisait pas. Je me suis dit si je continue, qu'est-ce qui va me motiver, quoi? Qu'est-ce qui va me motiver à continuer s'il y a pas la carotte derrière d'aller à la VVE? Et du coup, ouais, pour moi, j'allais arrêter. Enfin, je comptais vraiment arrêter. Et je voyais pas l'intérêt de continuer en France, surtout que quand je suis revenu, vu que quand je suis parti, tout le monde se tirait dans les pattes en France et tout le monde essayait de cracher sur la ICWA, tout ça. Je m'étais dit, en revenant, je vais faire des démarches vers tout le monde. Je vais aller vers tout le monde, sans dire oh, je suis le Messie ou quoi que ce soit, suivez-moi. Mais justement pour montrer que oui, je fais partie en gros de la ICWA, mais ça veut pas dire que tout le monde ne peut pas parler avec tout le monde et tout le monde ne peut pas travailler avec tout le monde. Et quand j'ai fait cette démarche en privé vers toutes les personnes qui gèrent des structures, mis à part White Storm à l'époque, qui avait la TPW et qui lui m'avait dit ouais j'aimerais bien que tu passes du coup un de ces quatre, etc. Tous les autres se sont montrés très froids et hautains et insultants et tout ça, quoi. Du coup, je me suis dit, si les choses, à quoi bon continuer si rien ne peut évoluer? Moi, j'ai plus l'objectif de la VVE et en plus de ça, tous les gens en France ne veulent pas grandir. Il y a aucun intérêt. Et après, j'ai continué d'aider boosters, que ce soit sur les entraînements ou sur les galas, j'y allais même si je catchais pas. Puis il y a toujours l'envie qui est là, mais après, comme je dis, si j'avais pas d'objectif derrière, je me disais ça sert à rien, et c'est aussi, je pense, pour ça que j'étais motivé pour remettre l'équipe sur pied avec Peter, parce que c'est un autre challenge, c'est quelque chose de différent. Ma carrière solo, on va dire, j'ai pas d'objectif solo, j'ai plus d'objectif en solo. Quand j'ai commencé, j'avais commencé en disant je vais aller à la VVE. 2 ans après, j'étais à la VVE, enfin, en tout cas, je signais mon contrat, et du coup, ouais, en solo, je voyais plus quoi faire, quoi. Mais là, le fait de reprendre, du coup, je pense que si on n'avait pas l'équipe, il y a de fortes chances il y aurait de fortes chances que je ne catche pas, quoi. Heureusement, tu l'as. C'est ça. Heureusement ou malheureusement pour vous, je ne sais pas. Heureusement que t'as un champion humble et sérieux, encore une fois. C'est ça. Non, mais Qui est là pour, qui te guide, qui...
Bah, d'après ce que tu viens de nous dire, en gros, aujourd'hui, ton objectif n'est plus de retourner à la WWE, ou alors tu n'as plus du tout envie d'y aller, quoi. Bah, c'est ce que je disais à l'époque, mais c'est pour ça aussi que je trouvais ça à la fois marrant et à la fois, enfin, je me disais les gens du coup ne croient pas un mot de ce que je dis, parce qu'à l'époque quand j'ai expliqué en long, large et travers, j'étais même gêné de le faire, pourquoi j'étais parti, les gens me demandaient tout de suite, alors tu retournes quand? Et je me disais mais si j'ai demandé à partir, pourquoi tu me demandes quand je retourne? Bah, tu vois, ça me paraissait illogique. C'est comme si tu démissionnes de ton taf et que le premier truc qu'on te dit quand tu rentres à la maison, c'est bon bah tu retournes bosser quand. Du coup, oui, forcément, la VVE, c'est plus pour moi là pour l'instant, c'est pas quelque chose, c'est pas un mode de vie qui me convient. C'est pas ce que je recherche dans ma vie en tant que en tant qu'être humain, en tant que personne. C'est pas ce que je recherche dans ma vie. Pourtant, je suis méga fan de la VVE. Je trouve vraiment que ce qu'ils font, c'est vraiment très fort. Si vous pour les gens qui ont comment dire l'esprit pour vivre comme ça, la VVE c'est l'endroit où il faut être quoi. Il y a pas de Voilà, encore une fois, il y a le côté réel, donc ce qu'il a vécu, et il y a tous les fantasmes et l'idée qu'on se fait du coup du métier ou de ce qui se passe là-bas. Donc c'est vrai que pour ce que lui a vécu de manière réelle, si ça lui convient pas, effectivement, je veux dire, Ouais, de pas retenter la chance derrière, quoi. Bah c'est surtout, j'ai l'impression que les gens oublient que c'est un job au final. Alors oui, c'est fun, on s'amuse, on fait ce qu'on aime, mais c'est un job. On peut pas résumer une personne, enfin en tout cas sa vie à un job sans savoir qu'il y a énormément de sacrifices derrière. Alors les gens, encore une fois, ne comprendront peut-être pas, mais parce que ce sont des gens qui ne sont pas dans une réalité, pour eux le catch, ils prennent pas ça comme un job. Après, c'est pas histoire qu'il y a pas de passion ou je sais pas, tu vois, c'est simplement que c'est un job et la vie que je menais avec ce job-là ne me convenait pas à l'époque. Donc du coup, ouais, donc ce que tu as vécu là-bas aux États-Unis, tu le classes plutôt dans une mauvaise expérience au final. Ah, pas du tout. Pas du Non, tout. pas du tout. C'est une bonne expérience parce que c'est quelque chose qui fait grandir. Ça a été des très bonnes rencontres avec que ce soit les coachs, que ce soit les collègues que j'avais à l'époque, que ce soit les gens que j'ai pu croiser qui n'ont rien à voir, qui n'avaient rien à voir avec le catch, mais les gens que j'ai pu croiser dans la rue, j'ai eu des conversations improbables et super longues avec des passants dans la rue sur le sens de la vie, tu vois, c'est des trucs où tu te dis mais comment c'est possible à 10h du matin, non même pas, il devait être 9h du matin, je me retrouve à discuter devant un magasin devant un Walmart avec un mec que je connais pas parce qu'il m'a demandé je sais plus quoi et on a discuté pendant un quart d'heure, 20 minutes ensemble de la vie. Et tu te dis, bah, tu vois, c'est des petits moments comme ça où tu peux pas regretter, tu vois, tu peux pas regretter parce que ce passage-là, ça fait aussi ce que je suis aujourd'hui, donc c'est forcément une bonne expérience, quoi. D'accord. Et je vais revenir vers vous deux maintenant. Quels sont vos projets à long terme pour votre carrière dans le catch? Par exemple, vous donnez combien d'années encore? Bon, on va peut-être signer à la VVE, non? Non, le gars qui se contredit et tout. Moi, je pense que c'est l'un des sujets de discussion qu'on a aussi souvent dans la voiture, etc. Parce que forcément, on parle du catch en général, on parle du catch en France, etc. Et on parle de nos voies respectives, etc. Dans le catch. Moi, personnellement, en tout cas, je me donne rien. Je vais aller jusqu'à ce que je vais aller aussi loin que possible, on va dire, aussi loin que possible, multiplier les expériences, etc. Et voir ce que je peux encore passer comme étape. Mais il n'y a pas de limite en fait. Je pense que ce sera un peu comme l'expérience qu'a eu Lucas du coup à la WWE. C'est à partir du moment où je sentirai que c'est plus pour moi ou que ça me fait plus, que ça me passionne plus au final. Que c'est-à-dire que quand je commence à traîner des pieds pour aller bosser, ça me convient plus. J'arrêterai tout simplement. Je pense que ça sera aussi facile que ça, parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que le catch ici, c'est une prestation du coup, et du coup, quand on veut arrêter, on peut arrêter. C'est pas un contrat, il y a rien de signé. C'est pas quelque chose sur lequel on s'engage pour des années. Actuellement, malheureusement, pourquoi pas quoi. Mais le jour où ça me passionnera plus, où je me dirai encore un show ou etc. À ce moment-là, j'arrêterai, je remettrai les bottes et puis fini. Non, bah, c'est un peu ça, c'est un peu,
C'est vrai qu'il n'y a plus l'objectif. Moi, quand j'ai commencé, la motivation, c'était d'aller à la VVE. Comme je disais, mon premier match, je l'ai fait en juillet 2009 et j'ai eu mes essais à la VVE en novembre 2011. Du coup, il y avait vraiment eu, tout était tourné vers ça. Jusque novembre 2011, tout ce que je faisais était tourné jusqu'à ces essais-là, quoi. Mais du coup, oui, là, il y a plus l'objectif de se dire, et je pourrais très bien avoir des essais. À chaque fois que la VVE en Europe, je pourrais avoir des essais. Parce que j'ai encore je connais encore les personnes avec qui il faut passer, etc., quoi. Mais c'est vrai qu'il y a plus, sur le long terme, maintenant, c'est dur à dire, parce que je pense qu'on va prendre tout ce qu'on peut prendre, que ce soit en solo ou en équipe, hein, On fait ça, je sais pas, moi personnellement, et je pense que toi c'est exactement la même chose. C'est pour ça que au final que t'es encore là, même en ayant atteint ton objectif. On est amoureux de ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'est un vrai métier. On veut vraiment le considérer comme un métier. Mais avant tout, quand on se déplace sur un show, quand on a une expérience, qu'on rencontre des gens, qu'on fait 7 heures de route, etc., pour 15 minutes au final dans un ring, etc., c'est quelque chose qu'on aime avant tout. Et le jour où on n'aimera plus faire ça, à ce moment-là, on arrêtera. Mais moi, j'ai pas d'objectif tel que la VVE derrière. Je dis surtout pas que je cracherai dessus. Si un jour l'occasion se présente, encore une fois, c'est à moi de faire les démarches. C'est pas eux de venir me voir parce que ça se passera jamais comme ça. Ça c'est un petit message pour ceux qui croient que la WWE se déplace vers les personnes. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre et pas par amour, pas juste par intérêt, mais par amour. Et le jour où justement on arrêtera d'être passionné par ça et on se dira bah y a plus rien derrière, j'ai plus de challenge à faire ça, y a plus rien à faire. C'est une mentalité, je dirais que c'est une mentalité de sportif justement, c'est de se donner un challenge, de se donner un défi et d'aller cran après cran autre part ou plus haut quoi. Et le jour où il y a plus ça, bah fini. On passe à autre chose. Il y a bien d'autres passions dans la vie. Il y a bien d'autres choses à faire dans la vie. Et voilà. ouais, c'est ça. S'il devait peut-être y avoir un objectif, c'est peut-être essayer de faire en sorte que les choses bougent un petit peu en France Voilà. pour justement qu'on soit plusieurs à pouvoir en vivre pleinement. Mais malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. C'est pas de notre ressort à nous de pouvoir faire en sorte que les choses bougent. Il faut qu'il y ait énormément de personnes motivées et là, du coup, ouais, ça dépend pas que de nous. Donc ouais, après combien d'années on peut se donner ou combien d'années, là c'est dur à dire. Hein. Ça se trouve, les choses vont bouger. Puis dans 2 ans, je catche plus, mais je fais autre chose en rapport avec le catch. Ou bien ça se trouve dans 10 ans, bah je continue de catcher encore. Tu vois, Hein. c'est dur à Et dire. Ouais. il y a beaucoup la vie personnelle. Du coup, là, pour le coup, qui joue aussi beaucoup dedans. C'est-à-dire que le catch ne suffit pas à nous faire vivre. Il y a pas de réelle sécurité derrière, donc c'est sûr que si la vie personnelle commence à prendre un peu trop d'ampleur, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix et le catch de ce côté-là, pour l'instant, est plutôt mal coté. Donc voilà. Donc ça peut aller très loin encore pendant des années, comme ça peut être très proche aussi. Voilà. On va passer à une petite rubrique qu'on a appelée de manière très inventive Que pensez-vous d'eux c'est-à-dire une succession de questions rapides sur des événements généraux du catch. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la présence d'une table de commentateurs français à WrestleMania 30? Ouais, moi ça me fait plaisir. Je trouvais ça super. Bah, en plus on connaît Chris, tu vois. Du coup, Voilà. ouais, c'est très. Moi franchement, j'étais ému pour lui de voir ça, quoi. Voilà. Et en plus, il est alsacien, donc voilà. Ah oui. Faut se Ça me fait soutenir. plaisir aussi. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la fin de la streak de l'Undertaker à WrestleMania qui a fait grand bruit? Je trouve que c'est une bonne idée que ce soit Lesnar qui l'ait brisé. Bah, de toute manière, il n'y avait que lui de crédit pour le faire. Donc ouais, non, c'est bien, ça a pris les gens à côté, ça a fait un beau petit bordel, tu vois, la tête des fans. Et bon, et puis Lesnar, ça l'a, de toute manière, on en parlait, je crois, à l'aller, sur la route. Et Lesnar, le vrai heel de la WWE. C'est, pas le seul vrai main eventer heel de la WWE, du coup, ouais, c'est bien. Je trouve que c'est bien que ce soit lui qui ait brisé la streak, quoi. Moi de mon côté, oui, c'est vrai que j'ai pas grandi avec l'Undertaker, donc c'est sûr que je peux comprendre en fait ce que ceux qui ont grandi avec l'Undertaker ressentent forcément. Du coup. Mais oui, c'est vrai que s'il a choisi son temps, si
si la décision a été prise, c'est que c'était le moment, et voilà. Donc si ça peut servir le catch derrière, pourquoi pas. Que pensez-vous tous les deux donc de la nouvelle exposition de NXT, même si on a compris que vous matchiez pas totalement la WWE, mais surtout c'est que pensez-vous du taf que réalise Sylvester Lefort, que certains connaissent sous le nom de Tom LaRufa, et de Marcus Lee à NXT? Moi personnellement, je continue de suivre la VVE en fait. Donc ouais, si NXT, Oui, voilà, ouais NXT. je suis d'accord avec toi. Ouais, de toute manière, je dis que des bonnes choses. Voilà. Mais non, NXT c'est un très bon show. Niveau qualitatif, c'est un très bon show quoi. Bon, par contre, je me pose toujours la question de est-ce que tous les mecs qui sont bien mis en avant à NXT seront pêchés sur le main roster et qu'est-ce qui les attend, ou est-ce que la WWE est pas en train de se faire sa petite fête indie avec les mecs de NXT quoi. Mais sinon non, NXT c'est vraiment très bien, et puis pour le travail de Sylvester et Marcus, je trouve c'est un peu dommage ce qui se passe pour Tom du coup. C'est bien parce qu'il a du temps d'antenne, c'est très bien pour lui. Malheureusement, je trouve là où c'est un peu dommage, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion, je sais pas, de capituler sur son statut de manager, parce que pour moi, s'il avait su gérer le truc de manager vraiment au top, il aurait été très vite sur le main roster, un peu à l'image de c'est l'exemple que je prends souvent de Armando Estrada, qui était le manager d'Umaga à l'époque, qui a tenu sa gimmick pendant peut-être 6 mois à la OVW, et qui après il avait sa catchphrase, il avait son truc, il avait le petit truc qui le différenciait, et ils se sont dit bon bah c'est bon, on peut le mettre à la télé ce mec. Et Tom, je trouve, s'il avait trouvé une bonne catchphrase et peut-être un truc plus, je sais pas, plus dans une caricature, mais moins caricatural que ce qu'il faisait, je pense qu'il aurait pu très vite obtenir quelque chose en tant que manager. Maintenant en solo, dans le ring, ils le mettent pas en avant, c'est dommage quoi, parce qu'il a pas de liberté, du coup il a aucune liberté d'exprimer ce qu'il sait faire. Et puis pour Marcus, lui, bon, on l'a pas beaucoup vu. Là, apparemment ils ont l'air de vouloir tenter quelque chose avec lui. Est-ce que ça va marcher ou pas? C'est pareil. La gimmick qu'ils avaient donnée à Tom, au final, c'est quelque chose qui s'essouffle très très vite parce que ça ne reposait que sur le cliché. Tout comme à l'époque, les premières semaines de Santino Marella, bah ça s'est vite essoufflé. Il a dû se renouveler très vite parce que dès que c'était basé sur le critère ethnique, tu tournes très vite en rond, quoi. D'accord. Il y avait eu une espèce de session avant qu'il parte aux États-Unis où il y avait justement l'occasion de poser la question. Il y en avait un qui lui avait dit: est-ce que si la WWE te demande d'avoir un béret et une baguette sous le bras, ça te gênerait? Et lui, il était absolument pour, quoi. C'était vraiment dans l'optique du cliché. Lui, Tom LaRufa, il était absolument pas gêné par ça, quoi. Ah, je sais. On était ensemble là-bas, hein, donc oui. ouais, lui au final, la gimmick qu'il a en ce moment, c'est plus ou moins la gimmick qu'il avait pour l'émission de Landstorm, mais malheureusement, selon moi, c'est pas le truc qui peut le faire durer sur la VVE, sur le long terme à la VVE. En tout cas, pas sur le main roster. Ça serait quelque chose qui ferait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et après ça serait fini, quoi. Il y a que Rousseff qui en ce moment arrive à capitaliser sur un peu sur la fibre étrangère, quoi. Ouais, mais parce que Rousseff fait 140 mais c'est parce kilos, que et puis il fait 140 kilos, et puis après c'est la vieille rivalité Russie et États-Unis, quoi. Ouais, il y a ça. Ça marche forcément un peu mieux, quoi. Ça marche toujours mieux quand le mec a l'air d'un monstre, quoi. Si le signe des étrangers, c'est forcément pour qu'ils représentent du coup leur couleur, je dirais. Donc c'est sûr. Après, le cliché peut être plus ou moins appuyé et on peut trouver toujours de quoi tourner autour. Mais c'est vrai que si la WWE signe des Français, c'est forcément pour peut-être les mettre en avant côté français, etc. Donc après, tout ce qu'il faut, c'est avoir la bonne idée, on va dire le bon angle pour amener la gimmick. Ouais, c'est ça, c'est pas forcément tomber dans une facilité, parce que généralement, quand ça repose que sur les clichés, c'est un peu pour moi, je trouve que c'est ce que Tom faisait, c'était vraiment appuyer sur les clichés français, quoi. Tout le monde a vite fait le tour, quoi. Et puis c'est dur après de s'en sortir, hein. C'est dur une fois qu'on a le doigt dans l'engrenage de ce truc-là. C'est encore une fois, ça peut tenir. Il ferait 2 mètres et 120 kilos.
il pourrait tenir sur les clichés parce qu'en plus de ça, il serait monstrueux physiquement. Mais c'est pas le mec le plus imposant de la VVE. Du coup, si ça repose seulement sur des clichés, c'est très très dur de durer à la VVE. Cette fois-ci, on repart vers notre vieux continent. Vous pensez quoi du catch européen? Bon, notamment celui que vous connaissez un petit peu en Allemagne ou en Belgique, les pays que vous avez fréquentés, surtout, je pense. C'est là en Europe, du coup, pour ce qu'on fréquente, la VXV, c'est une structure très sérieuse, c'est carré dans le ring et dans les coulisses, quoi. Du coup, c'est très professionnel et toujours très très appréciable de travailler, quoi. Puis après, pour ce qui se passe dans le milieu francophone, tout ça, malheureusement, il y a tout et n'importe quoi. Donc c'est un peu plus dur il y a trop de gens, je pense, on a eu aussi cette conversation aujourd'hui, il y a trop de gens qui, je pense, se sentent insultés quand ils se disent « je suis un fan ». Et donc ces gens-là se disent « moi je suis plus que ça, il faut que je sois un catcheur ». Alors que tout le monde ne peut pas... Les catcheurs sont des fans de catch, mais ça veut pas dire que tous les fans de catch peuvent être des catcheurs. Et le problème, c'est qu'en France, les gens sont tellement appelés par la lumière que il y a beaucoup de monde qui veut pas le comprendre et ça tire le produit vers le bas parce qu'au lieu d'avoir une quinzaine de mecs compétents qui tournent un peu partout en France, on se retrouve avec des structures où 1 ou 2 mecs compétents vont être sur le gala et les 8 autres personnes qui sont sur le gala, c'est des gens, comme on nous a dit cet après-midi, qui catchent en jogging Adidas et en débardeur, quoi. Il n'y a pas de souci à vous faire ici, on veut pas être catcheur. Hein. Mais c'est surtout, c'est là où les gens en France, j'ai l'impression, prennent le truc à l'envers, c'est que quelque part, les fans de catch qui se déplacent sur les galas, ils sont beaucoup plus importants que nous dans le ring, quoi. Parce que s'il n'y a pas de personnes sur les galas, on n'existerait pas au final. Mais j'ai l'impression que certaines personnes sont tellement, je pense, c'est un problème d'ego, se disent oui, mais je peux le faire. Si lui il le fait, je peux le faire. Alors que pas forcément. C'est pas parce que l'exemple que Booster prenait tout le temps, c'est pas parce que tu regardes tous les week-ends les courses de Formule 1 que tu peux être un pilote de Formule 1, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, mais ouais, en France, le problème, il se trouve là. Il y a trop de catcheurs et, enfin, il y a trop de gens qui veulent catcher et pas assez de réels catcheurs au final. Oui, pas assez de personnes, on va dire, qui achètent des billets plutôt. Cette phrase que tu avais dite, qui est affichée à NXT, tu avais dit, non? Il y avait une phrase qui était affichée à la FCW qui disait il y a trop de jeunes qui achètent des bots plutôt que des tickets. Et je trouve que ça résume énormément de choses, quoi. Et c'est une réalité, quoi. Il y a trop de gens qui veulent être dans le ring et alors que là, le temps et l'argent qu'ils investissent dans leur tenue de catch et tout ça, ils devraient l'investir pour venir mettre de l'ambiance sur les galas. Moi, ce qui m'avait marqué particulièrement, c'était pour Adrénaline, où tu voyais un concept quand même fort, hein, des mains sur le ring, tout ça, avec un mec comme Chris Hero, avec quand même à l'affiche des gros noms, quoi. Il y avait du Tommy End. Enfin bon, pour ceux qui s'y intéressent, en tout cas, c'est des gros noms de la scène européenne. Il y avait 75, 80 personnes, quoi. Ça fait mal. Quand tu vois Booster qui se démène pour faire ça et que finalement, il n'y a pas tant de monde que ça, quoi. C'est après, ce qui est, mais il faut le faire. C'est aussi la tristesse se trouve aussi dans le fait que il y a énormément de gens qui ne veulent pas aller voir les galas de la ICWA parce que c'est la ICWA. Parce que la ICWA pendant longtemps c'est le mal absolu, quoi. Enfin, ça l'est un peu moins qu'avant, mais oui, parce que je suis là. Ouais, parce que Peter est là. Mais il y a toujours des vieilles rancunes, ouais, ça on ouais, il y a toujours des vieilles guéguerres comme ça. Puis c'est complètement idiot, quoi. C'est complètement idiot. Au final, tous les gens qui ont pu cracher à une certaine époque sur la ICWA, etc., ils font quoi maintenant? Je veux dire, l'année dernière, Boostog, il a fait Revo et Adrenaline, les 2 galas ont très bien marché, les gens étaient vraiment satisfaits. Et tous les gens qui ont pu... Je pense qu'il donnerait beaucoup si Booster les rappelait. Ils sont pas dessus, mais je suis prêt à parier qu'il y en a une bonne majorité qui donnerait beaucoup si Booster les rappelait, du coup, donc, et qui viendrait. C'est tout le monde, énormément de fans de catch en France vont se je trouve pas de terme poli, il est tard. Du coup, il y a énormément de fans de catch en France qui vont aller se branler sur ce que la VXV fait. Mais dès que Booster propose quelque chose avec des catcheurs français qui peuvent assurer, etc., quelques étrangers, etc., on lui crache dessus. Donc, quelle est la différence? Pourquoi les gens ne viennent pas soutenir le travail qui est fait plutôt que se dire oui, moi je peux faire mieux que lui encore? Pourquoi les gens se disent pas parce que quelque part il est légitime de le faire, Booster, de par sa carrière, etc. Et t'as des gens sortis d'un chapeau qui se disent non mais moi je peux faire mieux.
Et surtout, il y avait aussi des critiques comme quoi c'était seulement dans le Nord. Mais le problème, c'est que la ICWA, c'est dans le Nord, quoi. Ça a toujours été là. Bah, Et c'est il peut pas non plus se déplacer partout, quoi. Il a pas les moyens de faire ça partout. Oui, c'est encore mais ça, on a eu les mêmes critiques au niveau de l'école, du coup, de l'INFC. Il a souvent eu des critiques comme quoi, pourquoi tu viens pas implanter une école ici? Pourquoi tu viens pas faire une école ici? Je sais pas, c'est pas au catch de venir aux personnes, c'est aux personnes de s'investir et de faire un premier investissement, c'est-à-dire se déplacer vers le catch, ou alors de venir en stage autant de fois qu'il le faut pour monter sur le ring. Et ça, ensuite, c'est pas Booster, du coup, c'est pas la responsabilité de Booster, c'est la responsabilité des élèves de se forger un physique, de se forger une gimmick, et de tout donner pour justement pour se dire je vais réussir à monter sur le ring. Ouais, et puis de se bouger le cul, parce qu'au final, ces mêmes personnes se disent toutes prêtes à aller en Floride. Bon, c'est un petit peu plus loin la Floride s'ils sont pas au courant, quoi. Et puis pareil pour les. Il y a un peu d'eau. Ouais, il y a un peu d'eau à traverser, quoi. C'est pareil pour les galas. Tous les gens qui disent ouais, mais la ICWA c'est que dans le Nord, ou c'est pas dans mon jardin, ou c'est pas. Tu te dis ouais, mais après toute proportion gardée, je comprends que les gens se déplacent pour la VVE, etc. Mais les mecs se déplacent et veulent tous se déplacer ringside, qui sont en général entre 120 et 130 euros, je pense, le ringside. Je suis même pas sûr, hein, ça se trouve c'est plus cher, mais ça doit être dans ces eaux-là. Les mecs sont prêts à payer. À la VVE, c'était 133 € à Bercy, je crois. Voilà, donc j'y étais pas loin. Donc il y a cette place il y a ce prix-là, plus le prix du train, ou le prix de la voiture et des péages et de l'essence et tout ça, plus souvent le prix de l'hôtel. Donc les mecs se font des week-ends, ou quand c'est pas des week-ends, c'est en milieu de semaine, etc., où ils vont dépenser quasiment 500 € pour la VVE, ou on va dire 300 € pour la VVE, et quand il y a des galas en France, ils sont pas prêts à dépenser 10 € pour venir voir un gala, ou bien à prendre leur voiture, à faire 2 heures de route, et à venir voir un gala et dépenser 10 €. Donc, c'est un peu les gens qui veulent tout pour rien. Bon, après, c'est une mentalité très française. On est beaucoup comme ça en France. On a envie que les choses marchent, mais on n'a pas envie de faire d'efforts pour que ça marche. Alors, je vais te suivre sur ce discours-là en prenant un exemple qui m'est personnel, vu que c'est bien, et en disant tout simplement, pour Westcatch, même si c'est en même temps pour le site, tout ça, etc., je me suis tapé 14 heures de route aller-retour, quoi, et c'était c'était avec Abyss, donc c'est passé beaucoup plus vite. Mais du coup, voilà, quoi, si vous faites du covoiturage, si machin et tout, vous réduisez pas mal le prix. Et voilà, quoi, c'est le show. Personnellement, j'ai préféré Westcatch à la WWE en qualité intrinsèque niveau in-ring, en tout cas. Ça, c'est sûr. Bon, c'est pas la même ambiance, c'est sûr, mais il faut se motiver. Et quand il y a des gens qui font l'effort de ramener quand même Kenrick et Paul London à Plouan, en Bretagne, je pense que ça a salué, tu vois, par exemple, ou bien même ramener Chris Hero à Béthune. Ouais, il y a ça, et puis... C'est tout con, mais si vous faites pas un petit peu l'effort, c'est que le catch français va pas avancer. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça, mais du coup, il y a énormément de gens qui se déplaçaient dans le temps sur les galas, qui maintenant ont voulu passer de l'autre côté du rideau parce qu'ils estiment qu'ils sont capables de faire, parce que ils connaissent tous les matchs de tous les WrestleMania, ils peuvent dire combien de temps chaque match a duré, combien de personnes il y avait dans le public, le de la personne au 3e rang. Et pour eux, parce qu'ils savent tout ça, ils sont légitimes sur le ring, et malheureusement, ça fait des personnes en moins dans le public, et surtout, là, on parlait, il y avait London, Kendrick, on parle de Hero, on parle de tout ça, mais il y a des catcheurs en France qui sont capables de faire le taf, et faut se déplacer. Ces gens-là méritent le public. Après, c'est comment dire, c'est un bon engrenage, quoi. Si on vient soutenir ces catcheurs-là, si on se déplace pour voir ces gars-là avec ces catcheurs, etc., ça va créer de l'engouement autour des gens, le public va être plus motivé, c'est une ambiance qui se crée, c'est quelque chose Il y a une réelle ambiance qui peut se créer, et on a eu cet exemple-là, pas plus tard que hier soir, à Hambourg, justement, et c'était infernal. C'était la salle était complète, c'était une petite salle, elle était complète. On a eu de la bière sur nous, etc., quoi. C'était assez chaud, mais on n'a jamais vu ça, quoi. Et ça pourrait très bien être le cas en France. Ça pourrait être exactement la même chose en France. On a eu un bon exemple avec Révolution où il y avait quand même de monde, c'était assez chaud. Adrénaline le lendemain. Adrénaline un peu moins, il y avait moins de monde, mais voilà, ça c'est remplissage, quoi, en tout cas.
manque le monde en fait. C'est ça qui manque. C'est le monde qui manque, mais effectivement, ça pourrait être beaucoup plus gros si certains fans étaient prêts à jouer le jeu. Enfin, si certaines personnes étaient prêtes justement à mettre leur ego de côté et à se dire bon, finalement peut-être que je peux ramener mieux et amener plus de choses en étant fan et en soutenant justement les personnes qui sont dans le ring. Ouais. Donc voilà, allez voir du catch français surtout. C'est Enfin, ça. choisissez bien. N'allez pas voir n'importe quoi surtout. Voilà. Et voilà, il faut voir les gens sérieux. N'allez pas voir du peut-être catch. sur des fédérations. Voilà quoi. N'allez pas voir le backyard wrestling surtout. Voilà, c'est des gens qui font leur fédération dans le coin, qui font ça avec un paint, qui font leur affiche n'importe comment. Surtout, voilà. Enfin, allez voir ceux qui ont quand même des noms références, renseignez-vous bien et à partir de là, essayez de vous intéresser au catch français. Ça peut marcher en tout cas. Du coup, il y a de quoi faire. Puis on a des bons catcheurs, donc autant les encourager. On va passer à la petite dernière rubrique qui est une interview décalée que je vais laisser à Gus. Donc là, c'est des questions un peu plus très légères, voilà. Oui. Donc vous pouvez répondre rapidement, vous pouvez passer si jamais vous n'avez pas vraiment de réponse, mais voilà. À toi Gus. Ouais. Alors dites-moi tous les deux, vous préférez un match contre l'ancien gardien international allemand reconverti au catch Tim Wiese ou faire équipe avec Hans Vogel? Ça dépend, ça se passe où. Oh, je pense Team Wiese, ça doit être sympa. Team Wiese, ça peut être sympa. Du coup, je prendrais Hans Vogel. Ça on commence à faire des divisions dans l'équipe, c'est plutôt sympathique. Lucas, tu as pu participer à un entraînement de Bill Demotte? Bah oui, enfin plus d'un entraînement. Ouais, il y en a pas eu plus, il y en a pas eu. Il y a un peu plus Tu as d'un, pu participer à des entraînements. Est-ce qu'ils sont vraiment nus les gens? Non, nous malheureusement on s'est jamais retrouvés nus. C'est dommage parce qu'en même temps que nous il y avait les filles qui s'entraînaient, ça aurait été sympa. Ouais. Il y avait eu des vieilles rumeurs là-dessus quand même. Ouais, non, en fait, Bill Demotte est ce qu'il est, c'est quelqu'un assez dur dans sa manière de gérer un entraînement, mais c'est vraiment moi je trouve que c'est une bonne personne. En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Pourtant, il mettait en place ce qu'il appelait alors je sais plus c'était quel jour, je pense que c'était les vendredis et c'était genre les challenges du vendredi où en mettant en place un gage, si on perdait, il avait le gage, si il gagnait, le gage était donné donc on prenait le gage quoi. Quand moi j'y étais, il n'y a pas eu de trucs de fou qui se sont passés, mais donc ça a tout le temps été comme ça. Et cette histoire d'entraînement nu, alors je suis même pas sûr que ce soit réel, mais à la base, si cette histoire est vraie, ça venait d'un pari comme ça, qui du coup un pari perdu par les catcheurs, qui s'ils le gagnaient, Demotte devait se retrouver à poil, et s'ils perdaient, donc eux se retrouveraient à poil. Pour la petite histoire, je sais qu'à une époque où il y avait encore Ryback qui était encore à la FCW, le pari qu'ils avaient fait, c'était que si je ne sais plus quoi se passait, si ils gagnaient, il n'y avait pas d'entraînement. S'ils perdaient, les mecs devaient tirer la voiture de Bill Demotte, c'était un 4x4 à l'époque, autour de la salle. Et je sais plus combien de tours. Et donc tout le monde était d'accord, tous les catcheurs ont dit ouais c'est sûr on va gagner, et ils ont perdu. Donc ils se sont retrouvés à tirer la voiture de Demotte autour du truc. Mais tu vois, c'est bon enfant, c'est des petits trucs, c'est des trucs qui se font d'un commun accord dans une bonne ambiance, c'est assez... en général, c'est assez cool. Après, les mecs qui ont lancé ces rumeurs-là à l'époque, les mecs qui ont commencé à cracher, c'est des mecs qui avaient besoin de lumière. Tous ces catcheurs qui sont peut-être en manque de talent et surtout en manque de reconnaissance, qui se sont dit bon allez, pour faire le buzz, je vais cracher sur Bill Demotte. Personnellement, ces mecs-là ont plus vraiment partie du catch et Bill Demotte est toujours là, quoi. Donc, je pense que ça prouve ce que ça prouve. Quoi. Vous préférez vous prendre un coup de poing raté de Ryback ou écouter Jillian Hall chanter pendant 1 heure? Ouais, le coup de poing, ça dure moins longtemps, non? Je pense que Jillian Hall. Ouais, je pense que ça vaut mieux que Boula Punk déjà. Sa version de Chandelier était tout à fait spéciale. Écoutez, c'était la voix d'un ange, et je peux pas vous laisser dire ça. Pour moi, c'était la voix d'un ange. Est-ce que vous préférez passer sur USA Network après NCIS ou sur USA Discovery juste après un documentaire sur la vie des ours? Discovery. Ouais, j'aurais dit Discovery aussi, moi. Ça peut être intéressant.
Non, parce que c'est la nouvelle chaîne de la TNA en fait. D'accord. qui est Ouais. qui a eu sa Discovery et du coup. Je suis pas sûr que ça va marcher, hein, mais je trouve Ouais. le Ah, concept je pense intéressant. Ça reste intéressant quand même, du coup, oui. Et là, c'est une question pour Peter. Oui. Après la barbe de Daniel Bryan, à quel catcheur comptes-tu prendre une partie de son physique? Ah, non, oh, non, je le place pas, c'est dégueulasse ce que j'allais dire. On peut tout dire ici. Non, non. Je sais pas. Mais pour la barbe, c'est vrai que c'est plutôt personnel, mais on va dire que j'ai eu le feu vert pour la laisser pousser, donc c'est vrai que je suis plutôt content. Mais j'ai toujours été barbe, mais j'ai toujours eu des limitations, et là le fait, encore une fois, d'être mon propre patron, etc. C'est vrai que ça permet aussi d'avoir le loisir de se passer les doigts dans la barbe. Et puis la dernière question, qui clôturera cette interview décalée. Quel personnage politique prendriez-vous à la place de Rousseff? Si vous deviez être à la place de Rousseff, ce serait qui? Peut-être Poutine ou un autre personnage politique? Je sais pas, pour faire réagir le public. Kim Jong-un. Ouais, ils sont au top. Poutine, pour moi, il est au top. Ouais. Ouais. Moi, je prendrais François Hollande, je pense. Top il, je dirais. C'est- quoi. En Tu vois, France, c'est ça pareil, marcherait François bien. Hollande, ça tournerait vite en rang, moi, je dirais, tu vois, parce qu'il est tellement, alors que Poutine, tu vois, il a la classe, Poutine, tu vois. C'est un mec quand même qui va chasser de l'ours, quoi. C'est Ouais, c'est ça, Poutine, torse c'est nu. les hommes politiques, quoi. Enfin, je pense que s'il devait y avoir une bagarre d'hommes politiques, je pense que Poutine, il les met tous à l'amende, quoi. Il fait du judo, il fait. C'est Ouais, un je gros- pense que- Chirac était fan de Sumotori, ça suffira pas. Hein. Oui, mais il en faisait pas. C'est sûr que ça suffira pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Je vais passer tout de suite au Twitter @RacersRadio. Vous pourrez retrouver les informations sur l'interview qui sera diffusée, donc qui est diffusée ce lundi. La page Facebook Racers Radio entre parenthèses officielles. Le compte YouTube où peut-être vous écoutez cette interview, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous. Enfin, je crois. Sur le iTunes Racers Radio, on essaye de publier. Sinon, les podcasts sont sur Archive, on vous diffuse les liens, pas de soucis, vous inquiétez pas, vous pouvez télécharger. N'hésitez pas à liker la page Facebook, on est presque à 400 j'aime. En effet, On est à 397. À 97, ça a rebaissé. On a perdu des robots. Mince alors. Donc, on salue nos partenaires, le site FNLut, Voxcatch, bien évidemment, sur lequel vous pourrez retrouver le prochain live qui sera sur Survivor Series 2014, donc qui s'est déroulé hier. Pour ceux qui écoutent l'interview maintenant. Et donc le live sera jeudi à 20h45, soyez présents, plus il y a de monde, mieux c'est. Le forum de simulation qui débute sa saison sur 2K15, vous pouvez vous inscrire pour les NXT, actuellement c'est la Wrestling Evolution League. Le forum de notre ami Showtime, coucou à toi, c'est Catch Asylum, et la radio de ce cher Kevin, Revolt. Avant de vous laisser tous, vous pouvez suivre Lucas Dileo sur Twitter, @Dileo 2F en majuscule, voilà. Et il y a aussi une page Facebook pour l'équipe The French Flavor. Donc voilà, vous pouvez les retrouver sur Facebook et suivre leur actualité. Ils avaient diffusé par exemple une photo après leur prise de titre à la VXV. Ça vaut le coup d'œil. Voilà, ça vaut le coup d'œil. Et puis sinon, voilà. Justement, pour rajouter peut-être juste une petite chose, on fait un séminaire du coup à l'INFC le 13 et le 14 décembre. Donc voilà, toutes les infos sur la page de l'INFC. Voilà. Donc l'INFC, donc c'est à l'usine à catch de Bétude. Donc vous pouvez retrouver les infos, ou bien Booster le rappellera. De toute façon, vous pouvez suivre Booster sur Twitter, sur Facebook. Booster, il est partout. Exactement. Même sur Skype maintenant. Il est omniscient. Oui, vous pouvez aussi contacter Booster directement sur Skype. Il va être un peu plus disponible sur Skype. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous remercier, messieurs, particulièrement Lucas et Peter. Merci beaucoup d'avoir répondu, c'était très intéressant, vraiment. J'avoue. Sinon, petit erratum, j'avais dit que c'était USA Discovery, mais non, la chaîne de la TNA, c'est Destination America, qui est pas forcément beaucoup mieux. Vous me direz, parce que
parce qu'en fait, il touche seulement 42 millions de foyers aux États-Unis. Bon, on aimerait bien que ce soit pareil en France pour la ICW, mais bon, pour eux, c'est quand même une sacrée part de marché en moins. Mais voilà, donc je me suis trompé, c'est pas USA Discovery, mais Destination America. Donc, un grand merci à tout le monde. On se retrouve pour le live et pour de prochaines interviews. À la prochaine. Zoubi. Ah, ciao. Salut tout le monde.